Intéressons-nous désormais à la question des inégalités. Pourquoi est-ce que certains travailleurs sont-ils beaucoup mieux payés que d'autres? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont plus productifs. Pour simplifier les choses, nous avons supposé jusqu'à présent que la productivité marginale du travail était identique pour tous les travailleurs. Mais en réalité, si un travailleur est 2 fois plus productif qu'un autre, alors sa productivité marginale du travail au sein de l'entreprise sera 2 fois plus élevée, ce qui justifiera une rémunération qui sera également 2 fois plus élevée. À quoi sont dues ces différences de productivité? Certains travailleurs sont intrinsèquement plus productifs que d'autres. Ils peuvent être plus intelligents ou meilleurs pour travailler en équipe ou plus créatifs que d'autres, que sais-je. Une productivité élevée peut également être le résultat d'un investissement dans le capital humain. C'est par exemple le cas des médecins qui sont capables de guérir toutes sortes de maladies grâce à des années de formation et d'apprentissage. Ces inégalités justifient-elles des politiques de redistribution? C'est une question de philosophie politique. Et là, 2 visions s'opposent. Une vision plutôt individualiste qui consiste à considérer que chacun doit être propriétaire du fruit de son travail et que la société n'a pas à s'en mêler. Et puis une vision plus égalitariste qui consiste à considérer qu'un euro dans les mains d'un pauvre a plus de valeur socialement qu'un euro dans les mains d'un riche. Les sciences économiques ne vous diront pas à quelle philosophie politique adhérer. En revanche, si vous adhérez à la philosophie plus égalitariste qui justifie la redistribution, les sciences économiques pourront vous dire comment effectuer cette redistribution de manière à préserver les incitations à travailler et à créer des richesses. Cette question est au cœur de la littérature économique sur la taxation optimale. Penchons-nous désormais sur quelques mesures empiriques des inégalités. Nous voyons ici représenter la distribution des salaires horaires aux États-Unis. La dispersion des salaires est forte, à tel point que les 10% des Américains les mieux payés gagnent plus de 5 fois plus par heure de travail que les 10% des Américains les moins bien rémunérés. En réalité, même parmi les 10% des Américains les mieux rémunérés, les inégalités sont extrêmement fortes, ce qui nous amène tout naturellement à ce graphique qui a fait la renommée internationale de Thomas Piketty. Il s'agit de la part des revenus nationaux revenant aux 1% des Américains dont les revenus sont les plus élevés. Aujourd'hui, près de 20% de la richesse produite par l'économie américaine chaque année revient à 1% des Américains. La courbe des inégalités est en U. Les inégalités étaient très élevées au début du XXe siècle. Elles ont progressivement diminué jusque dans les années 70. À partir de là, il y a eu un retournement de situation et une très forte augmentation des inégalités aux États-Unis. Soulignons néanmoins qu'il y a un peu de mobilité sociale, si bien que ceux qui composent le top 1% aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui le composaient il y a 10 ou 20 ans. Par ailleurs, la nature des inégalités aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a un siècle. Nous avons assisté au cours des 40 dernières années à une très forte augmentation des inégalités des revenus du travail. Cela s'explique notamment par les fortes rémunérations dans la finance ou à la tête des très grandes entreprises. Pour comprendre ces très fortes rémunérations, arrêtons-nous sur le cas emblématique d'un polytechnicien qui a récemment défrayé la chronique. Je veux parler de Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Sa rémunération annuelle était de 15 millions d'euros, un chiffre absolument stratosphérique. Pour comprendre cette rémunération, il faut avoir à l'esprit la taille de l'entreprise qu'il dirigeait. Et là, tenez-vous bien, Renault-Nissan, c'est près de 400 000 salariés à travers le monde, 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires et avant la tourmente, un bénéfice annuel de près de 10 milliards d'euros. Si le fait d'avoir Carlos Ghosn plutôt qu'un autre dirigeant à la tête de cette entreprise n'augmentait les profits ne serait-ce que de 1%, et je crois que les fins connaisseurs du secteur automobile savent que l'impact de Carlos Ghosn était vraisemblablement plus important. Mais même si Carlos Ghosn n'était responsable que de 1% de ses bénéfices, eh bien cela justifiait, au nom de la théorie de la productivité marginale, une rémunération de 100 millions d'euros par an. Ce qui nous amène à la terrible conclusion que ce pauvre Carlos Ghosn était mal payé. La preuve en est que la dirigeante de General Motors gagne le double. Une autre explication pour ces fortes rémunérations est que les conseils d'administration des entreprises ne font pas leur travail.
Les administrateurs sont des gens qui sont eux-mêmes bien rémunérés, triés sur le volet et qui ne défendent pas toujours l'intérêt des actionnaires. Quoi qu'il en soit, un pays peut choisir de taxer fortement, très fortement, 80-90% ses rémunérations stratosphériques. Ce qui nous ramène à notre débat sur la redistribution. Revenons aux États-Unis. L'envers de la très forte progression des rémunérations du top 1% est la quasi-stagnation des rémunérations du bottom 50%. La moitié des Américains les moins bien payés ont vu leur rémunération quasiment stagner au cours des 50 dernières années, ce qui n'a été que légèrement corrigé par les politiques de redistribution. Qu'en est-il de la France? Nous voyons ici représenter la part des revenus revenant au top 1% en France, ce qui nous permet de constater que contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias, les inégalités en France ont été à peu près stables depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le problème numéro 1 dans notre pays n'est pas l'explosion des inégalités, mais la persistance du chômage.